Charmant village de l'Entre-Sambre-et-Meuse, Couvain a connu pendant des années une renommée mondiale grâce à la fabrication des raquettes de tennis. Les célèbres raquettes Donnet, adoptées par les plus grandes stars du tennis. Au fil des ans, l'évolution du marché eut raison de la réussite. Mais si l'entreprise a aujourd'hui disparu, la localité est toujours aussi attrayante. Et l'aventure des raquettes Donnet reste au cœur des Couvinois comme l'illustration d'un savoir-faire. Un savoir-faire que nous nous proposons de découvrir au moyen d'images d'actualité et d'un document exceptionnel réalisé par un natif de la région. Je suis de Frasnes-les-Couvins, le petit village ici à côté. Et j'ai commencé à travailler en 1939. Chez Donnet directement, à l'âge de 14 ans, quand j'ai eu fini mon école primaire, pour remplacer les ouvriers qui étaient soldats et pour surtout donner une certaine valeur à la production, puisque beaucoup d'ouvriers étaient partis à l'armée. Il ne faut pas oublier qu'au départ, l'usine, elle s'appelait les usines du Liéno. Seulement à partir de la fabrication des raquettes et surtout après la guerre, elles ont été fabriquées sous la dénomination Donnet, parce que Liéno est devenu Donnet. Et c'était fin des années 40, début des années 50. Mon premier poste, ça va vous faire rire, je collais des feutres sur des brosses, ce qu'on appelait des négris pour frotter à ce temps-là les tacs des poêles sur lesquels les cuisinières ou d'autres poêles. Sur des bâtiments abandonnés, la lecture d'un nom suffit parfois à rappeler une époque de prospérité. Sous une fine pluie d'avril, les Couvinois attendent avec impatience l'arrivée du roi Baudouin. Il s'agit d'une visite non protocolaire. Le souverain souhaite de cette manière s'informer de la vie économique du pays, de la région, et à Couvain, il visitera l'usine Donnet, la plus importante entreprise d'Europe en matière de fabrication d'articles de sport en bois, avec 90% d'exportation. Pourtant, en 1962, Donnet n'est pas encore au sommet de sa gloire. Il faudra attendre 10 ans pour qu'elle s'affirme comme la plus grande unité de production mondiale dans la fabrication de raquettes de tennis. Et ce n'est qu'en 1975 que sera signé le premier contrat avec la star mondiale du tennis, Björn Borg. Tout cela, les ouvriers auxquels s'adresse le roi l'ignorent encore. C'est un film réalisé par le cinéaste couvinois Armand Dujardin qui nous permet de suivre quelques moments de la visite royale. Le souverain s'informe, pose des questions concernant la condition sociale des ouvriers, mais ce qui est sans doute le plus important à l'époque, c'est que ceux-ci se sentent portés par l'ambiance d'une entreprise en pleine expansion. Il y a bien sûr le savoir-faire, mais il y a aussi la volonté d'étendre la production, de la diversifier, comme l'illustre un catalogue de l'époque. La fabrication principale était la raquette de tennis. Mais à côté de cela, il y avait d'autres articles de sport, comme supposons le badminton, le squash. On a aussi fabriqué des jeux de croquet. On a aussi fabriqué des kayaks, des sticks sur glace, des sticks sur gazon, des palettes de ping-pong. Et alors le ski, qui est venu en grande majorité aussi. Et alors les luges, telles que nous, on l'a fabriqué avec des pièces courbées, toujours, par la vapeur. Et la marque Donnet. Tout de suite après la guerre, plutôt au début des années 50, il y a eu la grande époque de Wacher et Brichant, et Donnet a travaillé pour Brichant. En tennis, Philippe Wacher et Jackie Brichant représentaient brillamment la Belgique en Coupe Davis face à la Suède. La période Wacher-Brichant a fait évoluer le tennis terriblement parce que tout le monde, le moment que c'est un champion, tout le monde voulait devenir champion et automatiquement la fabrication suivait. C'est surtout ça qu'il y a eu.
Par après, mais ça c'est déjà dans les années 80, il y a eu les plus grands champions qui sont arrivés en tant que Borg. Le plus célèbre, le plus riche et le meilleur joueur de tennis du monde, le Suédois Björn Borg, a signé hier matin à Couvain avec André Donnet un nouveau contrat qui les lie pour 5 ans. Borg continuera à jouer avec une raquette de fabrication belge partout dans le monde, sauf aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Après, naturellement, il y a eu l'évolution. Il y a eu surtout une évolution au point de vue fabrication. Il a fallu produire de plus en plus. Tout s'est modernisé, surtout mécanisé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la guerre, beaucoup de finitions de raquettes se faisaient à la main. Mais les meilleures conditions de production apportées par la mécanisation ne mettront pas Paul Balzac à l'abri d'un accident de travail qui l'obligera à quitter son emploi. Quand j'ai eu mon accident, je me demandais ce que j'allais devenir. Naturellement, j'avais toujours mon métier derrière moi, ce que j'ai repris pendant 1 an avant d'entrer dans l'enseignement. Mais on était quand même assez hésitant. Alors, j'ai eu l'occasion à l'époque des années 60 où on demandait des techniciens pour les cours techniques. J'ai posé ma candidature, j'ai eu la chance d'être retenu et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'enseignement. Le film qui a été réalisé, c'était surtout dans le cadre des cours qu'on m'a demandé de donner et en même temps, du fait que nous avions cette fabrication à notre portée, c'était l'occasion de le faire, avec toujours l'idée de soutenir les industries locales. Et surtout donner, parce que là, disons que c'est un peu ma jeunesse qui était dans... Enfin, on a des souvenirs qu'on aime bien garder. Ici, je voulais surtout montrer la valeur du bois. C'était les raquettes en bois. Borg a joué avec des raquettes en bois. Il y avait une fabrique en Flandre aussi, on appelait Snowart, qui fabriquait des raquettes en bois aussi. Qui était en concurrence avec nous. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus filmer chez Donnet, mais pas de cette manière-là, parce qu'ici, c'est la continuité du travail sur une raquette de tennis. Alors là, c'est le début. C'est tout le début, ça. Donc, les bois sont emmenés sur le chantier. Et là, vous avez l'ouvrier qui est occupé à mesurer, donc à tracer l'emplacement où on va passer le trait de scie, parce qu'on le débite en grumes. Donc, le tronc est débité en grumes. Les arbres venaient ici des bois, des forêts environnantes. La grande majorité, donc pour les frênes, venait donc de la région de Ciney. Et ça venait aussi des forêts françaises, des forêts de Champagne, où nous avons d'ailleurs eu beaucoup de problèmes là-bas parce que la guerre de 1914 avait mis beaucoup d'éclats dans les arbres. L'arbre a continué à pousser, mais avec les éclats à l'intérieur. Et lors du débitage des bois, il fallait faire attention, il fallait ne pas tomber sur les éclats parce que ça abîmait les outils. Par après, on a importé du bois venant d'Afrique, de l'étranger, et qui donnait un aspect différent à la raquette parce qu'il y avait des traits rouges, des traits un peu de toutes les couleurs. Ces grumes vont être amenées à la scierie pour être débitées en plateau, si on peut dire. Toutes les sciures et la poussière du bois étaient aspirées dans ces cyclones qui fournissaient l'élément principal pour la chaufferie où on chauffait l'eau qui était utilisée en tant que vapeur pour les séchoirs. Ça vous a pris combien de temps de réaliser ce film? Oh, je n'avais que 2 heures par semaine et nous allions... Ça a duré peut-être 3 mois. Pour tout le monde, pour tout le montage. Les grumes sont arrivées à la scierie. Donc ce sont les scies à grumes, comme on appelle ça, qui scient le bois en plateau.
Et combien d'élèves vous accompagnez comme ça? J'avais un groupe de 5 élèves. Et c'est malheureux, je ne me souviens. Je retrouverai bien les noms, hein, je retrouverai bien les élèves. Mais je crois qu'eux, quand ils vont voir le film, ils vont se dire « Tiens, moi j'y étais ». Et qu'ils se rappelleront éventuellement. Et voyez-vous, le chariot qu'il y avait là, c'était des déchets. Et ces déchets, on les récupérait pour faire justement des petits manches, comme des manches de lime ou même des petits manches de hache et tout ça. Manches de marteau. Tout ça, il n'y avait rien de perdu. Et ça, ce sont les séchoirs. Donc les grumes sont placées dans les séchoirs et naturellement, suivant leur épaisseur, elles restent un temps qu'il fallait contrôler. Ça durait plusieurs jours. Hein. Ça intéressait les élèves et ça intéressait les jeunes qui, par le nom du champion, voyaient au moins l'article avec lequel ils pouvaient combattre. André Agassi l'Américain, Mats Wilander le Suédois, tous deux aux prises ici à Roland-Garros ont reçu des offres de la part de Donnay. Wilander, 24 ans, une valeur sûre. Il a remporté 3 des 4 tournois du Grand Chelem cette année et il est actuellement en tête du classement ATP. Quant à Agassi, lui, il n'a que 18 ans, mais c'est certainement la vedette de demain. Il est déjà qualifié pour le prochain Master de New York. Agassi, en plus, un showman extraordinaire. Les pourparlers sont engagés avec les 2 joueurs, mais un contrat d'une telle importance ne se décide pas en quelques jours. Wilander ou Agassi, l'avenir nous le dira, mais qui que ce soit, il en coûtera certainement plusieurs dizaines de millions par an au nouveau responsable de Donnay. Alors c'est déjà plus tard, ça, ici. Et ça commence déjà. Donc les plateaux qui ont passé au séchoir passent donc dans une machine pour pouvoir faire des lattes. Et c'est avec ces lattes qu'on va construire, finalement. Et c'est avec ces lattes que nous allons construire, que nous allons faire le cadre proprement dit. Et ici, c'est une trancheuse. C'est-à-dire que les plateaux vont être utilisés exactement de la même manière. On met les plateaux dans une cuve d'eau chaude et alors on retire ces plateaux-là pour pouvoir trancher les lattes. Et ici, donc, ce sont des lattes tranchées. Après le tranchage, on refaisait sécher les lattes dans un séchoir spécial, si on peut dire. Donc ça durait pendant 25 minutes pour traverser, parce que les lattes sont très fines, hein, voyez-vous, pour traverser le séchoir. Et ces lattes étaient récupérées sèches. Il fallait les ramener à 6% d'humidité pour pouvoir être collées. Parce qu'avec plus de pourcentage, la colle ne prenait pas très bien. Ici, c'est une autre partie du cadre, c'est-à-dire le renfort, qui sont courbés à la vapeur et qui restent sur le moule, toujours en séchoir, pendant quelques jours aussi. Il y avait 2 pièces de la raquette qui étaient cintrées, le renfort, la partie intérieure, et alors ce qu'on appelle l'applique. L'applique, c'était une pièce de bois qui revenait sur les faces de la raquette. Ici, ça, ce sont les appliques. C'est la partie qui vient sur les 2 faces. Ça a été scié, donc à épaisseur, voyez-vous, et on les refait encore une fois, ressécher, pour pouvoir être collé. Parce qu'il faut toujours ramener le bois à un pourcentage d'humidité. Donc cette personne ici, elle, reçoit les appliques qui sont passées dans la machine qui sèche le bois. Donc on voit que les personnes portent des casques là, parce qu'il y avait du bruit. Tellement le bruit est très fort. En général, les anciens ouvriers sont devenus à peu près tous sourds. Ici, donc, on fait le montage du cadre. Voyez-vous, ce sont toutes des lattes qu'on passe donc. La machine que vous avez sur le devant, c'est une encolleuse. On met toutes les lattes ensemble et elles forment le bloc que vous avez ici, qui a déjà la forme de la raquette.
Ici, il le met dans la machine. Voilà, donc la machine va lui donner sa forme. Toutes les pièces rentrent dedans. Ici, on arrive déjà à la fabrication proprement dite, mais les raquettes sont formées en un bloc de 2 raquettes en même temps. Ici, on arrive au sillage de la raquette, du bloc, où vous avez 2 cadres dans chaque bloc. Tout ça, ce sont des machines automatiques, mais il fut une époque où on sciait ça à la main. Ici, tout est mécanisé déjà. Ça a pris combien de temps pour passer de cette époque manuelle à l'automatisation? Pour dire avoir la grande fabrication mécanique, il a fallu sûrement une trentaine d'années. Alors, ici donc, les raquettes sont placées de telle manière qu'elles vont passer dans une machine pour être mises toutes à la même épaisseur. Et en même temps, elles sont poncées pour rendre la surface bien nette, bien lisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'astuce ici, pour ne pas devoir ramasser tout le monde les raquettes, voyez-vous. Elles retombent d'elles-mêmes dans un support. Et la personne, pour poursuivre le travail, les retire et les met sur un chariot pour pouvoir continuer la fabrication. C'était quand même organisé comme un travail à la chaîne. Là, c'est un travail à la chaîne. Hein. Alors que les premières raquettes étaient faites manuellement. Ici, c'est un contrôle qui se fait sur la résistance du cadre, voir si c'est bien collé, s'il n'y a pas de défaut. Parce que tout le long de la fabrication, il y avait des contrôles qui se faisaient. Ici, c'est le forage de la raquette. On passait des fils, alors, c'est ça? Oui. Il fut une époque, mon épouse a fait ça, où on forait un trou à la fois. Donc ici, il prépare le cadre intérieur pour lui donner une forme définitive, si on peut dire, sur ce qu'on appelle le tamis. Avec André Agassi, Donnet veut revenir sur le cours central. Donnet veut retrouver la gagne et tapit les bénéfices. L'important, c'est de trouver une société qui veut travailler avec vous, qui veut essayer d'autres choses et qui, en même temps, apporte quelque chose au tennis. Malheureusement, mon ancienne société ne m'offre rien de tout cela. Donnet m'offre tout et en plus, c'est une très jolie raquette. Ce que je pense, c'est que tous les travailleurs mangent avec le patron, à la même table, avec un créneau porteur, une vedette mondialement connue, que tous les concurrents s'arrachaient. On se l'arrachait, c'est vrai, mais maintenant qu'il est là, le plus dur reste encore à faire. Ce qui n'a pas l'air de l'inquiéter. Oui, bon d'accord, à bientôt. Du fait qu'on avait du travail sur place, on était attaché à ce qu'on faisait. Ça évitait le déplacement et ça évitait surtout des pertes de temps. L'ouvrier qui partait au matin pour aller commencer sa journée à 7h30, il partait, je crois, le cœur léger. Il faisait sa journée, et quand la journée était terminée, il rentrait chez lui. Il ne lui fallait pas longtemps pour être chez lui. Il n'y avait pas beaucoup de déplacements à faire parce que beaucoup d'ouvriers qui venaient travailler à l'usine étaient des gens, des régionaux. Voyez-vous, je vous parlais donc du papier compressé qui servait de filet à l'intérieur de raquette. Et ici, on met aussi ce même système en tant qu'applique qui viennent sur les deux faces. Avec vos élèves, qui prenaient les images? La grosse majorité des images, c'était moi qui les prenais parce que j'étais habitué avec l'appareil. Mais il y a des images qui ont été faites par des élèves. C'est des enfants de 13-14 ans. Ici, donc on colle les poignées. Ce sont des appliques de bois
qui reviennent sur les extérieurs pour donner l'épaisseur à la poignée proprement dite. Et toujours le collage, que ce soit dans n'importe quelle opération de collage, c'était par radiofréquence. C'était de grosses résistances, radio, enfin. Qui chauffait alors. Ça allait très vite. Hein. Ils passaient les raquettes ici, ils les mettaient aussi, à peine 2 minutes, et alors tout était séché et collé. La photo du patron est toujours au mur chez Donnet-Couvain. Depuis le rachat d'Adidas, on savait ici que Tapi devrait se séparer de certaines entreprises. On pensait pouvoir échapper à la vente, mais si la nouvelle se confirme, on se déclare prêt à assumer. Le fait que Bernard Tapie vende, pour moi, n'est pas grave. Il est bien plus important de choisir, parce que je veux une participation active du management dans cette affaire, de choisir le nouvel actionnaire, si un jour, nouvel actionnaire, il y a. Mais, en tout cas, en ce qui me concerne, pas de déception. Ici, donc, c'est le façonnage de la poignée proprement dite. Et où vous avez des couteaux de chaque côté et le cadre tourne à l'intérieur. Il y avait donc chaque face qui était faite. Alors ici, on fraise les trous, toujours pour que le cordage sur une arête vive ne s'émousse trop vite. Alors ici, ça c'est une égalisation des appliques, parce qu'il fallait que ce soit juste à la même hauteur. Et il y avait à chaque étape des contrôles alors au niveau des... Il y avait des contrôles assez réguliers suivant la fabrication. Alors ici commence le finissage, donc c'est le ponçage de la raquette qui se fait donc sur des cylindres mais couverts d'un papier émery. C'était un genre de chambre à air si vous voulez qu'on gonflait. Ça demandait encore pour chaque intervention un savoir-faire, un tour de main? Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, ce sont tous des spécialistes, ce sont des gens qui étaient tout à fait reconnus, disons, pour la fabrication, pour l'opération qu'ils faisaient. Et ils étaient formés où alors? À l'usine même. Pour Donnet, le PDG ne fait pas mystère de ses intentions. Il cherche à vendre à certaines conditions. La première, c'est que j'ai investi 50 millions de francs français. J'en tire plus de 50 millions de francs français. Il faut donc que l'offre soit supérieure à ça. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt. La deuxième raison, c'est que j'ai pris des engagements qui sont des engagements sans ambiguïté. 1, je voulais amener un champion. J'ai amené Agassi. 2, j'ai engagé 130 personnes, ils sont 250. Et 3, j'ai dit l'affaire durera. Et vous ne pouvez pas garantir que l'affaire dure si vous n'y êtes plus. Donc, il faudra que l'actionnaire qui m'achète accepte que je reste dedans, avec au moins un poste d'administrateur. Ici, naturellement, c'est toujours mécanique, c'est toujours le ponçage, avec le même système pour les papiers émery. C'est pour que le ponçage soit plus souple, c'est ça, moins Ah oui, parce agressif. qu'on prenait la forme. Donc, ils étaient quand même gonflés durs, mais enfin... Alors ici, c'est l'équilibrage de la raquette. C'est-à-dire que dans une raquette de tennis, si vous voulez, il est nécessaire d'avoir un certain équilibre d'après la demande des joueurs, parce que vous aviez des joueurs qui préféraient avoir, disons, un équilibre plus dans le manche que vers la tête. Alors ici, ça commence déjà la préparation pour la finition, c'est-à-dire pour le vernissage. C'est-à-dire ce que la dame fait là, elle est occupée à mettre du bouche-port à la main. C'est toujours très manuel, tout en étant, disons, fabriqué en série, c'est toujours très manuel. Et ici, les jeunes femmes ici, elles sont occupées à faire un habillage de la raquette suivant la présentation qu'on veut faire. Parce que toutes les raquettes n'étaient pas mises en émail de la même manière. Il y avait toute une série
avec des noms différents qui présentaient toujours le même modèle de raquette. Ici, c'est le vernissage de la raquette. C'est le vernissage électrostatique. C'est avec cette machine-là que j'ai été intoxiqué au montage de la machine. À cause du vernis, un vernis qui n'était pas adéquat à la machine. Selon toute vraisemblance, le financier français vendra Donnay-Couvain au plus offrant, mais il est conscient que le second actionnaire, la région wallonne, et les syndicats sont attentifs. Elle a gagné des parts de marché considérables, elle est passée de 400 000 raquettes à 600 000 raquettes par an. C'est pour ça qu'on a 250 employés au lieu de 130 prévus. Et surtout, elle a mieux que ça. Elle a retrouvé sa raison d'être, parce que la raison d'être de Donnay, c'était pas on fabrique des raquettes à Taïwan et on met Donnay dessus. La vraie légitimité de Donnay, c'est on sait faire des raquettes que les autres ne savent pas faire. Et j'affirme que Donnay a une technologie très avancée, un know-how qui actuellement est envié dans le monde entier. Pour l'instant, elle suffit à mon appétit. Donc, si l'appétit grossit, eh ben, on élargira le champ des conquêtes. Ici, c'est aussi... Voyez-vous, il y a déjà des différents tons. Elle prépare pour pouvoir faire l'habillage proprement dit de la raquette. C'est-à-dire l'habillage, c'est la mise des calques. Encore une vérification ici. Et qui donnait éventuellement la marque de la raquette, le type de la raquette. La marque Donnay, qui a tout le prestige international qu'on lui reconnaît encore, partait définitivement à l'étranger dès l'an prochain. Notre démarche a donc été d'abord de faire en sorte que cette marque reste définitivement en région wallonne, qu'elle ne parte pas comme bien d'autres à l'étranger et qu'elle soit en outre propriété de la région wallonne, ce qui est une garantie pour son avenir. Et Bernard Tapie nous a ramené dans le concert mondial des marques connues. Maintenant, il reste à reconstruire Donnay. Beaucoup de travail. Je dirais, c'est une image que j'ai donnée aux ouvriers. On nous avait demandé de chasser le lapin, on avait un fusil, on avait un bois, on avait des lapins, pas de cartouches. Aujourd'hui, on nous a donné les cartouches. On n'a pas encore gagné, mais on peut. Et ça, donc, c'est l'habillage. Ici, ça se fait, donc, c'est un système, c'est une toile, voyez-vous. On passe la raquette et la dame passe avec son pinceau. Ici, c'est encore la même chose, parce qu'il y avait plusieurs marques à faire, alors ce n'était pas toutes faites en même temps. Parfois c'était rouge, parfois c'était blanc, ça fait qu'il fallait passer ça. Ici, c'est mécanique, c'est une machine. C'est la même opération. C'est le même principe, mais sur un modèle différent. Il y avait une couleur donnée? Pas spécialement. Alors ici, elle commence à mettre les décalques. Chez Donnay, la diversification est à l'ordre du jour. En tennis, un contrat de 10 ans avec André Agassi, ajouté Pérez Roldan et bientôt Henri Lecomte, le lauréat de la Coupe Davis avec ses équipiers français. Outre le tennis de table, le golf, le cyclisme, voilà que le partenaire italien de Donnay, Carbon Valley, donnerait accès prochainement à la Formule 1. Les relations existent déjà avec Ferrari pour la fabrication de châssis monocoques. L'écurie Brabham, qui a engagé Eric Van de Poel, est vivement intéressée par le même type de châssis, pour donner l'entrée dans le cercle très fermé de la Formule 1. En tout cas, en ce qui concerne Henri Lecomte, une certitude depuis aujourd'hui midi. En ce qui concerne Ferrari, nos actionnaires italiens, effectivement, ont fabriqué les coques de la F40 de compétition, l'évolution. Et en ce qui concerne Brabham, tractation en cours. Je crois de grandes chances d'aboutir, puisqu'il y a une volonté de part et d'autre, et que Van de Poel se trouvant dans l'écurie Brabham, ça nous intéresse beaucoup chez Donnay. Quand moi j'ai commencé, on fabriquait 200-250 raquettes par jour. Et dans les dernières années,
que j'étais là, on en a fabriqué 7000 par jour. Alors ici, elles font ce qu'on appelle le garnissage. Elles mettent des petites bandelettes autour. Du fait qu'elles faisaient ça en phase continuelle, elles étaient habituées. Je ne sais pas combien qu'elles pouvaient. Une ouvrière à l'époque pouvait en faire par jour, mais elles en faisaient déjà un fameux paquet. Oui, mais disons comparativement, le temps consacré à la fabrication du support de la raquette est très très long par rapport à... Ah oui. Alors ici, on met ce qu'on appelle le grip, c'est-à-dire autour de la raquette poignée en bois, on y met soit un cuir, forme la poignée si on peut dire, ou alors un plastique. Ici c'est du cuir. Oui, c'était toujours fait manuellement et le garçon qui faisait ça faisait ça du 1er janvier au 31 décembre, mais c'était un spécialiste. Il avait sa manière de faire. En un an, on a mis un produit extraordinaire au point qui est reconnu dans le monde entier par les grands spécialistes du vélo. Vous avez des commandes déjà ? On a rentré 26 millions de commandes en octobre et on a des prévisions qui se confirment de jour en jour pour à peu près 300 millions de chiffres d'affaires en vélo. Alors il ne faut pas oublier non plus qu'à une certaine époque, par après ça n'a plus été comme ça, mais on travaillait aux pièces, c'est-à-dire à la quantité de pièces qu'on faisait sur sa journée. Donc chaque opération était payée à un tarif bien défini. Et plus vous en faisiez, plus vous gagnez votre vie. Je sais bien que pour fabriquer une raquette de tennis, il fallait compter une moyenne de 84 opérations. Depuis le début du chantier, du débitage du bois, jusqu'à la sortie après mise donc, du filet, c'est-à-dire des cordes. L'ouvrier que vous voyez ici, c'est celui qui était spécialement chargé de faire la raquette de Bork. Voyez-vous, il a ce qu'on appelle le grip, une poignée en cuir, un peu spéciale. Parce que Bork avait une grande main et il lui fallait une très grosse poignée pour pouvoir tenir la raquette. Ça, c'est une raquette qui était fabriquée pour Bork. Et qu'est-ce que ça donnait comme climat dans l'usine, alors, le fait de fabriquer comme ça des raquettes pour des champignons? Je trouve qu'il y avait un très très bon climat. Dans toutes les usines d'ailleurs, que ce soit les poêleries, il y avait un très très bon climat, une très très bonne entente entre les ouvriers, parce que chacun travaillait pour le bien de l'usine. On ne travaillait pas avec l'idée de dire on va là parce qu'il faut bien. Nous, on travaillait avec l'idée de travailler pour l'usine. On prenait à cœur le travail qu'on faisait. Ça, c'est une raquette de Bork. Un carnet de commandes bien rempli, une diversification réussie dans la fabrication de vélos monocoques en fibre de carbone. Et pourtant, Donnet est au bord du gouffre à cause d'un manque cruel de liquidité et d'une sous-capitalisation. Cette marque Donnet, la région wallonne en est toujours propriétaire. Face à la totale passivité des Italiens, c'est d'elle que le directeur de Donnet attend une ébauche de solution. Et on n'a pas de besoin démentiel. Je crois que s'il y avait un peu de bonne volonté de la région wallonne, on pourrait très bien s'en sortir. Guy Spital s'estime qu'il faudrait une croissance énorme du chiffre d'affaires pour arriver à un équilibre, que ce n'est guère possible. Le ministre-président wallon craint fort qu'il faille d'abord mettre fin aux activités de Donnet Industrie avant d'envisager un éventuel sauvetage. Ici, c'est le cordage à la machine. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que les filets sont quand même passés par l'ouvrière, parce qu'il fallait donc quadriller ça, mais seulement elle tendait le câble avec un poids.
Donc le câble est chaque fois tendu. Vous voyez, il y a une petite poignée là, ça c'est pour tenir le câble, pour être tendu. Elle le calait. Mais à côté de cela, on faisait le cordage comme celle-ci, à la main, avec une pince qu'elle tournait et qui donnait éventuellement la tension du fil. Et oui, elle le passe, alors elle prend sa poignée, voilà, elle le tourne autour et puis elle tire dessus, elle cale le filet. Généralement, les cadres pour les champions étaient faits, comme pour boxe, supposons, c'était tendu à la main. Ça, c'était contrôlé d'une manière... il fallait une tension vraiment bien définie. Ce soir, il y a une réunion importante qui va se donner, mais c'est vrai que les problèmes de la société donnée sont sérieux pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner. On en parle peu. Ceux qui travaillent sont mal dans leur peau, sont gênés de cette situation, ça ne leur convient vraiment pas. Ceux qui vivent à Couvain du travail de ceux de Donnez, les commerçants, ils se plaignent, le commerce ne marche pas, c'est tout à fait évident, mais il n'y a pas que Donnez. Couvain était au printemps 1992, Couvain avait 28% de sa population active au chômage. Au train où vont les choses, avec les problèmes de données, avec les propositions qui sont faites et que je viens de lire encore ce matin, il semble bien que dans les meilleures solutions qui sont trouvées, Donnez représentera encore une perte d'emploi de 100 personnes, 100 unités. On envoyait des raquettes dans le monde entier. Ça, on peut dire que Donnez, à ce point de vue-là, a été connu. Mais quand on voit le magasin avec les tas de raquettes, c'est fantastique. Naturellement, je tombe l'affaire, faisant valoir le nom de Donnez, en faisant valoir aussi qu'il y avait des camions avec la marque Donnez, et que quand on voyait passer ça, on devait être fier de sa région. Ça représente quoi ce film pour vous aujourd'hui? Pour moi, ça représente surtout quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Parce qu'on a trop facile à dire qu'on ne fait rien dans notre région, mais il faut quand même bien dire ceci, que nous avons, grâce aux usines qui ont existé à Couvain, arrivé à avoir, disons, une population, la population de Couvain, ville, par l'apport des différentes industries qui se trouvent à Couvain, doublait tous les jours. C'est-à-dire à l'époque, il y avait 3500 habitants à Couvain, eh bien, il y avait à peu près 3500 personnes qui venaient de l'extérieur de Couvain pour venir travailler dans les usines à Couvain. Et dans les écoles, parce qu'il faut bien compter que les écoles attiraient beaucoup d'élèves aussi. On a dit à 6 000 francs, personne n'a dit mieux qu'à 6 000. C'est un cadeau à 6 000 francs, personne n'a dit mieux, c'est bien vu. Mais maintenant qu'on voit cette liquidation totale de tout le matériel, de tout ce qui peut rester dedans, ça nous rend, comme on dit, les larmes aux yeux. Mais la marque Donnez existe toujours sur le marché international. Depuis 18 mois, dans le parc industriel de Mariembourg et sous l'égide de la région wallonne, propriétaire de la marque, 23 personnes conçoivent, finissent et vendent raquettes et divers équipements sportifs fabriqués à Taïwan. Et nous voulons offrir à nos clients, étant donné les problèmes du passé, une certitude de qualité maximale pour chaque niveau de produit. Nous avons une politique de gamme de produits, mais nous avons également une politique de haute technicité. On a voulu trop faire sans avoir les moyens de pouvoir le faire. L'ambition, c'est parfois ne prend pas toujours la bonne direction. Aujourd'hui, beaucoup de choses disparaissent. Les grandes usines sont disparues, il ne reste plus que Saint-Roch, pour dire une usine qui occupe encore à l'heure actuelle, je crois, une affaire de 170 ouvriers.
Du côté du bois, il n'y a plus rien du tout. À part les commerces, il n'y a plus rien du tout en tant qu'industrie, une forte industrie à Couvain. Enfin. Et l'avenir? L'avenir, je ne sais pas. Et à l'âge que j'ai, je ne sais pas si je peux encore penser à l'avenir. Je pense plutôt au passé, mais plus à l'avenir. Malgré tout, on est originaire de la région, on aime bien de voir les activités de notre région. Mais l'avenir, c'est un grand point d'interrogation. C'est-à-dire l'évolution a été tellement rapide que on ne peut plus dire qu'on pourrait faire comme on a fait il y a 50 ans d'ici. C'est pas possible, ça. Vous savez, à l'heure actuelle, on pousse plutôt les enfants à étudier. Et c'est vrai qu'il faut étudier et avoir des diplômes, mais maintenant, même les diplômes, à quoi servent-ils? Pour beaucoup, c'est un gros point d'interrogation. On voit tout ce qu'on voit.